Imaginez un biologiste qui plonge dans les profondeurs des marécages d'Afrique centrale pour étudier les crocodiles. Imaginez d'autre part, à Neuilly, les quartiers chics de Paris, disons, un homme qui déjeune avec le PDG de la grande maison de luxe Chanel pour le conseiller. Et si c'était le même homme? Bonjour à tous et bienvenue dans le premier épisode de notre podcast Olivier Bérat. Je suis, comme certains le diraient, l'homme au chapeau, votre hôte pour cette nouvelle aventure audio. Dans ce podcast, nous allons plonger dans mon monde, ce que je partage avec mes collaborateurs en France, aux États-Unis, mais surtout à Madagascar, au Burkina Faso et dans plein d'autres pays fabuleux. Nous allons explorer qui je suis, ce que je fais, ce que j'ai la chance d'arriver à faire faire à d'autres et comment je m'engage au quotidien. Alors, installez-vous confortablement et préparez-vous à découvrir qui se cache derrière le micro. Pour commencer, permettez-moi de me présenter. Je suis Olivier Bérat. J'ai eu une carrière assez spécifique parce qu'à vrai dire, je suis ce qu'on appelle un autodidacte. Mais avec une vraie carrière. J'ai commencé à travailler parce que les études ne m'intéressaient pas vraiment. J'avais la tête ailleurs. J'ai grandi au Cameroun, après être né au Maroc. Jusqu'à l'âge de 13 ans, je vivais donc une vie insouciante, d'aller à l'école, d'être très bon élève, et de retrouver avec mon frère, quand je rentrais de l'école, en fait, déjà la forêt vierge. Parce que mon père travaillait à monter une usine textile pour les Camerounais, directement sur place. Donc, rentrer en France, à l'âge de 13 ans, c'est difficile. On a perdu ses copains, on perd l'insouciance, on change de climat. On part de 28 degrés au climat alsacien. Je n'ai pas besoin de vous le décrire. Donc, le collège, ça va, le lycée, ça va moins bien. L'élève n'est pas concentré, ne va pas très loin. Je rate mon baccalauréat, ce que je vais cacher quelque temps après, lorsque je vais travailler comme professionnel. Et je fais ce qu'on peut faire à cette époque, je deviens commercial, vendre des livres, en porte-à-porte des encyclopédies de droit. Je gagne de l'argent, mais j'attrape aussi tout de suite un ulcère à 19 ans. Quelle folie, un ulcère avec hémorragie ulcéreuse. Mais je vous parlerai certainement de cet épisode qui fut très grave dans ma vie, mais qui peut-être m'a révélé et m'a dit qu'il fallait changer de vie. Et c'est peut-être mieux que ça arrive quand on est jeune. Donc, je décide très vite, je réalise très vite que ce métier de vendeur n'est pas fait pour moi. Et je retourne aux racines de mon enfance, je retourne au Cameroun, en voyage de découverte, pour retrouver là où j'ai grandi, pour retrouver l'atmosphère de ces gens que j'ai aimés dans mon enfance. Lorsque je suis au Cameroun, ce premier voyage pour redécouvrir le pays de mon enfance, je pars dans la forêt, je rencontre des guides, je rencontre même des braconniers. Et un soir, avec un braconnier, eh bien, figurez-vous qu'on attrape un petit crocodile. Lui veut le revendre, moi je suis juste fasciné par la vision de ce petit animal. Tellement fasciné que je sais ce jour-là que je vais l'étudier jusqu'à en devenir un spécialiste. Ça peut paraître fou et très prétentieux pour un jeune garçon qui n'a même pas réussi à passer le baccalauréat. Mais ça fera aussi peut-être l'objet d'un autre podcast, comment un jeune garçon qui n'a pas le baccalauréat finit par devenir un chercheur du Muséum national d'histoire naturelle de Paris, envoyé en mission officielle dans des pays africains pour faire son travail de biologiste. Donc ça, je vous le raconterai une autre fois, mais disons en gros pour résumer à l'heure actuelle,
aussi incroyable que ça paraisse, en quelques années, mais très peu d'années, je deviens un des spécialistes de crocodiles les mieux reconnus au monde. Je fais des conférences internationales, représente la France, parle au Canada à la conférence internationale sur le commerce des espèces menacées, de stratégies qu'il faut mettre en place pour lier la conservation de la nature, la conservation des crocodiles au développement économique. Parce que protéger des crocodiles, on l'apprend très vite quand on travaille sur le terrain, ce n'est pas chose facile. Protéger la faune et la flore, on le voit, c'est déjà difficile. Les forêts tropicales continuent à brûler. Ça aussi, on en reparlera parce qu'il existe des solutions pour accélérer le processus de conservation. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Mais je reviens à mon sujet. Protéger les crocodiles, c'est très compliqué. Protéger des lémuriens, protéger certaines espèces d'oiseaux magiques, c'est déjà compliqué. Alors imaginez des animaux qui attaquent le bétail, des Africains ou des Asiatiques, des animaux qui sont dangereux même pour les humains. Eh bien, figurez-vous que c'est très très compliqué. Ça m'a amené à réfléchir certainement différemment. Ensuite, après cette carrière de biologiste, suis-je tenté de dire, très très vite, je me retrouve à travailler pour les Nations Unies. Je serai le plus jeune chef de projet. À 25 ans, chef de projet des Nations Unies, envoyé officiellement à Madagascar en tant qu'expert pour monter un programme qui va permettre, parce que moi je l'ai en tête déjà, de lier lutte contre la pauvreté et préservation de l'environnement. Peut-être que c'est parce que je suis autodidacte, peut-être parce qu'on ne m'a pas formaté dans une façon de penser, que je vais être capable d'avoir des suggestions un peu innovantes, même carrément innovantes pour l'époque. Je vais monter un programme qui va montrer sa valeur très très vite parce que j'arrive à lier le secteur privé, les communautés locales de base au fin fond de la brousse africaine, puisque de mon premier métier, de mon enfance, d'avoir grandi dans les marécages, si je puis dire, je n'ai pas peur d'aller aussi loin que ça. Et je vais très très loin dans les profondeurs avec mes guides malgaches à l'époque, comme je l'ai fait avec mes guides congolais, gabonais, centrafricains, etc. Mais je vais lier ça au secteur privé, lier ça à la technologie. On va aussi incuber les œufs de crocodile pour éviter la mortalité. Ça aussi, on pourra en parler dans un autre épisode. Mais toujours est-il que je monte pour les Nations Unies un programme qui, au bout d'1 an et demi, va fonctionner et va fonctionner pendant 20 ans sans n'avoir plus besoin de subventions internationales. Ça, c'est déjà innovant. On le voit à l'heure actuelle, il faut que tout le monde s'engage. Si les Nations Unies avaient pu changer le monde, eh bien, ce serait déjà fait, puisque les Nations Unies ont quand même été créées en 1948 pour que les nations tout entières, toutes les nations du monde, se regroupent pour éviter qu'il y ait des nouvelles guerres. C'était après la Deuxième Guerre mondiale. Et on voit bien à l'heure actuelle qu'il va falloir penser autrement et ne pas attendre ces programmes des Nations Unies pour changer le monde, parce que, encore une fois, ce serait déjà fait. Donc très vite, au début des années 90, je me dis que ça ne suffira pas d'être expert pour les Nations Unies, il faut faire autre chose. Je décide donc de créer ma propre organisation que je vais appeler l'homme et l'environnement. En fait, au début, elle s'appellera biodiversité et développement et on l'appellera ensuite l'homme et l'environnement. Comme son nom l'indique, le but est d'arriver à créer un lien entre lutte contre la pauvreté et préservation de l'environnement. Même si j'ai travaillé en Afrique centrale, où la richesse de biodiversité est incroyable, si j'ai travaillé en Amérique du Sud, où c'est la même chose, déjà, à mon jeune âge, c'est à Madagascar que je vais trouver le contraste le plus frappant entre la richesse du pays, il y a des pierres précieuses, il y a des plantes médicinales, des plantes qui servent l'industrie cosmétique, et pourtant, en paradoxe, les gens sont d'une extrême pauvreté. Donc je me dis que c'est le laboratoire idéal pour montrer qu'on peut aider les communautés locales, parce qu'il le faut, à sortir de la pauvreté, mais qu'on va aussi arriver
à préserver l'environnement. Je vais vous passer les détails des idées géniales qu'il y avait à l'époque, mais en gros, je vais avoir surtout la chance de commencer à travailler avec des collaborateurs, de ne pas avoir la prétention de tout faire soi-même. Et je vais créer la première équipe multidisciplinaire qui va travailler pour un même objectif. J'avais à l'époque un économiste de l'environnement américain, une ethnobotaniste américaine, un socio-économiste français, et aussi toute une équipe de collaborateurs scientifiques malgaches, herpétologues, botanistes, grands professeurs de chimie pharmacologique, et aussi d'autres anthropologues et sociologues malgaches. Une vingtaine de personnes que je vais arriver à faire financer par les Nations Unies et la coopération américaine. Et je me souviens quand je réunissais mes équipes, toutes les fins de mois, je leur dis, je ne veux pas que chacun me fasse un rapport, je veux qu'on fasse un rapport ensemble pour recommander au gouvernement malgache qu'est-ce qu'on pourrait faire pour regrouper toutes ces disciplines qu'on a tendance à séparer. L'anthropologie va dire « Oh, mais il faut respecter les cultures ». Le biologiste va dire « Non, mais il faut changer les cultures puisqu'il y en a qui sont destructrices de l'environnement ». Et moi, je leur disais « On va trouver une solution commune ». J'ai ainsi fait beaucoup de rapports qui ont été très bien reçus. On me disait « Mais c'est brillant, c'est intelligent ». Et par contre, même chose, comme les Nations Unies, les rapports d'experts, de consultants, on peut en faire beaucoup. Ceux qui se transforment en action sont extrêmement rares. Il faut parfois du travail de consultants pointus qui ont des visions globales, qui sont capables de proposer des stratégies. Mais malheureusement, les mises en œuvre sont souvent très très rares, surtout quand il s'agit d'avoir des approches que j'appelais holistiques à l'époque, un terme qui est maintenant relativement commun, mais qui ne l'était pas à l'époque. Donc, deuxième étape, je me dis, Olivier, si tu veux avoir l'intégrité de tes idées, il faut que tu démontres que ça marche. Et donc, en 2000, un article d'un biologiste suisse attire mon attention. Il dit, oh, cette zone-là est peuplée d'espèces de grenouilles différentes, mais d'une façon incroyable. C'est la zone la plus riche au monde en termes de diversité de grenouilles. Plus de 80 espèces sur un micro-espace de 5 km². C'est 100 000 fois moins que l'Europe, qui en a 2 fois moins d'espèces. Et le biologiste de dire par la suite, mais malheureusement, cette forêt aura probablement disparu dans 2-3 ans au niveau de la déforestation qui est à l'heure actuelle. Cette déforestation était liée à la pauvreté extrême des gens. Je me dis, voilà le laboratoire idéal. On va aider les gens à changer de mode de vie, à travailler en harmonie avec la nature, à préserver la nature. C'est toute une aventure que je pourrais vous raconter dans un autre podcast, mais là, on va résumer. Je vais décider de valoriser les ressources naturelles pour les communautés locales, de les aider à ce qu'elles trouvent de la valeur. Schématiquement, si on fait des sous avec les feuilles d'un arbre, eh bien, on ne va pas couper cet arbre. C'est jamais aussi simple que ça, mais disons qu'on va s'y lancer. Je vais envoyer mon collaborateur d'INBI voir les autorités malgaches et leur dire « Cette forêt n'est pas protégée alors qu'elle est extraordinaire. Vous n'avez déjà pas assez de moyens pour protéger les aires protégées, les zones de conservation officielles. Donnez-moi un contrat sur 20 ans et moi je vais vous démontrer qu'on peut changer les choses et que dans 20 ans, il y aura toujours la biodiversité incroyable de ce site et que les gens y vivront mieux, vivront avec cette biodiversité. » Une des approches est celle de valoriser les plantes par la production d'huiles essentielles. Parce qu'il y a déjà des huiles essentielles qui sont exportées de Madagascar depuis des années et certaines plantes malgaches qui produisent des huiles essentielles potentiellement très intéressantes alors que peu connues sur le marché international. J'ai trouvé un créneau, il va falloir valoriser les plantes par la production des huiles essentielles pour que les gens y trouvent de la valeur à cette biodiversité incroyable. Je vous raconterai encore une fois comment ça s'est fait, parce que c'est un processus assez long, très excitant dans l'innovation. Ces plantes sont médicinales. Elles ont des propriétés qui sont démontrées par la recherche depuis le XXe siècle de façon très approfondie. Et les Égyptiens, déjà,
produisaient des huiles essentielles pour embaumer leur corps, pour qu'il n'y ait pas de bactéries qui se développent. Le processus est donc très simple et on va faire avec mes collaborateurs un travail de fou, c'est former des paysans à produire ces huiles essentielles directement sur le terrain. Le processus est simple, de la vapeur, c'est-à-dire qui passe au travers des feuilles, donc des cuves qu'on va faire en inox pour être sûr de la qualité dès le départ au niveau même du terrain. Bien sûr, tout ça est un peu plus compliqué que ce que je dis maintenant, mais on y arrive. On produit des huiles essentielles. Mais ce ne sont pas ces communautés de base qui vont les exporter. Donc, je décide de créer une entreprise, qui est l'entreprise Aroma Forest, la première entreprise sociale et solidaire, que je vais donner en gestion aux collaborateurs que je vais embaucher, qui la gèrent toujours de façon autonome depuis pratiquement 15 ans maintenant, sans avoir besoin de moi. Cette entreprise reverse 100% de ses profits sur le terrain et fait vivre maintenant plusieurs milliers de personnes. Ça, c'est aussi une autre aventure qu'on pourra vous raconter. Et nous allons maintenant pouvoir résumer. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Eh bien, on se rend compte qu'effectivement, la forêt de Vuillermann, dont je vous parlais, ce laboratoire que j'ai décidé de protéger parce qu'il y avait cette quantité incroyable de grenouilles, mais aussi des plantes médicinales, 12 espèces de lémuriens, je veux dire, qui sont là, c'est vraiment totalement incroyable, des caméléons, des oiseaux, tout ça. Et finalement, elle n'a pas brûlé, cette forêt, alors que les forêts d'à côté ont brûlé parce qu'on s'y occupait. On a développé de l'écotourisme, on a développé de la production des huiles, on a construit un centre de santé, on a construit des écoles. Et on essaye de mettre tout ça maintenant en cohérence avec un objectif 2030 de démontrer comment se fait le processus de transformation de la destruction de l'environnement vers des pratiques qui permettent aux communautés de mieux vivre, d'impliquer le secteur privé, d'avoir une vision de développement de la santé, de l'éducation qui soit fort et qui en même temps préserve la biodiversité. On y arrive à l'heure actuelle. On a créé aussi une entreprise qui va maintenant aider à commercialiser les huiles essentielles pour recréer un lien. Parce qu'il faut maintenant que tout un chacun puisse s'engager, collaborer avec ses moyens et qui sont, on le sait aussi, notre pouvoir d'achat. Et même si ce pouvoir d'achat est souvent maltraité, il reste un fort pouvoir. Il faut qu'on arrive à mettre en valeur ce pouvoir pour que tout un chacun puisse s'engager. Et il faut aussi qu'on fasse le lien. Qu'est-ce qui se passe de par le monde? Parce qu'on est sur la même planète. Le climat, c'est le même. Nos pollutions chinoises, nos pollutions françaises se mélangent dans l'atmosphère. La biodiversité, elle est partout. On a tendance à se recroqueviller un peu, se dire « il faut qu'on achète plus français ». Mais bien sûr qu'il faut absolument acheter beaucoup plus à nos paysans français. Mais bien sûr qu'il faut arrêter d'acheter des cerises importées d'Argentine en hiver. Mais dans la choucroute alsacienne, il y a des clous de girofle. On ne va pas commencer à cultiver du café en France. Et encore une fois, si on valorise ces ressources auprès des communautés locales, eh ben, elles vont aussi permettre de protéger l'environnement à ces communautés locales qui vont en tirer des revenus. Il faut donc repenser avec intelligence notre mode de fonctionnement et c'est une partie des choses dont on va parler dans les prochains podcasts. J'espère que j'aurai l'occasion de m'exprimer en solo, mais aussi en interview, quand j'inviterai des personnes qui viendront me partager une expérience enrichissante dans laquelle on va apprendre des choses. J'ai envie que ce podcast soit l'occasion peut-être parfois de pousser quelques coups de gueule, comme j'aime les faire, mais surtout de partager ce que j'ai appris avec humilité, avec foi, avec courage, pour qu'on arrive ensemble à réfléchir au monde de demain qu'on veut avoir. Voilà qui conclut ce premier épisode de notre nouveau podcast Olivier Béra. J'espère que vous avez apprécié cette plongée dans mon univers. Restez à l'écoute pour les prochains épisodes où nous explorerons ensemble de nouveaux sujets passionnants. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. En attendant, retenez que chaque geste compte dans la préservation de notre belle planète et de nos cultures ancestrales et modernes. Merci.